Félicitations, vous êtes licencié. A aboyé la sœur de ma femme, la DRH. J'ai tendu mon badge. Vous avez 15 minutes avant que le système ne tombe en panne. Prévenez le père de ma femme. J'ai dit, bonne chance. La panique dans ses yeux était inestimable. Écoutez, j'ai vu pas mal de désastres en entreprise en 15 ans à maintenir les serveurs en vie et les bases de données en vie. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer au jour où Tiffany a débarqué dans notre entreprise comme si elle auditionnait pour Real Housewives of Silicon Valley. Vous connaissez ce sentiment quand vous regardez un film d'horreur et que le protagoniste décide d'enquêter sur le bruit inquiétant dans le sous-sol? Oui, c'était moi qui regardais le premier jour de Tiffany à la DRH, sauf que je ne pouvais pas éteindre la télé et aller chercher du popcorn. Les signes avant-coureurs étaient là dès le premier jour, plus brillants qu'un écran bleu Windows. Premier signal d'alarme. Elle est arrivée avec des talons si hauts qu'ils auraient pu servir d'échasse pour un numéro de cirque, claquant sur le sol de nos bureaux tel un métronome, comptant à rebours jusqu'à l'apocalypse de l'entreprise. Deuxième signal d'alarme, ce faux bronzage qui la faisait paraître trempée dans du concentré de jus d'orange et séché sous le soleil de l'Arizona. Mais le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau de ce dimanche désastreux, a été son discours d'ouverture devant toute l'entreprise. Bonjour à tous, je m'appelle Tiffany et je suis là pour guider les RH vers l'avenir. Elle a annoncé cela avec l'enthousiasme d'un présentateur de jeux télévisés révélant le Grand Prix. Le silence qui a suivi était si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau à beurre et le servir à un enterrement. Du fond de la salle de conférence, j'ai observé nos employés chevronnés, des gens qui avaient survécu à 3 changements de direction et à 2 réaménagements de bureaux révolutionnaires, la fixer comme si elle venait d'annoncer que nous allions passer à la danse interprétative comme principal moyen de communication. Mais voici ce qui m'a vraiment énervé, cette femme avait littéralement suivi une formation en ligne. Premièrement, des licenciements humanitaires en 5 étapes faciles. Elle avait fièrement annoncé lors de sa présentation, comme si elle venait de sortir summa cum laude de la Harvard Business School au lieu de cliquer sur ce qui était probablement un cours à $40 trouvé sur un site web douteux entre des vidéos de chats et des articles de potins people. Le népotisme était si évident qu'il aurait tout aussi bien pu être écrit en lettres fluo sur le seuil de l'entreprise. Tiffany n'était pas une simple recrue. Oh non, ça aurait été trop simple. Elle était la fille de notre PDG, Monsieur Vance Harrington III, un homme qui avait bâti cette entreprise de toutes pièces à une époque où l'Internet par ligne commutée était encore courant et où l'on pensait que le passage à l'an 2000 nous ramènerait tous à l'âge de pierre. Vance était de la vieille école, brillant en stratégie d'entreprise, mais il avait apparemment un énorme angle mort concernant sa petite princesse. Le plus exaspérant était que Tiffany n'avait pas été choisie pour ce poste par son mérite ou même son charme. Elle l'avait été littéralement. Son mari était un type de la finance qui jouait au golf avec papa chéri tous les dimanches et qui avait probablement conclu cet accord entre le 7e et le 8e trou. C'était comme assister à une alliance politique médiévale en tenue kaki et polo. Le mot à la mode a commencé à fuser dès le 2e jour, synergie, optimisation, rationalisation, ajustement. Chaque mot sortait de ses lèvres brillantes comme de petites grenades d'entreprise, et je voyais presque les employés plus âgés tressaillir à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. Elle lançait des expressions comme « changement de paradigme » et « innovation disruptive » lors des réunions, à propos de la mise à jour de l'imprimante du bureau, bon sang. Pendant ce temps, j'étais là, celui qui s'assurait que l'infrastructure numérique de cette entreprise fonctionnait aussi bien qu'une piste de bowling fraîchement cirée. Pendant que tout le monde paniquait à propos de la dernière mise à jour logicielle ou paniquait quand le serveur de messagerie avait un OK, c'était moi qui travaillais jusqu'à 3 heures du matin, veillant à ce que l'ordinateur de personne ne se transforme en presse-papier coûteux. J'avais automatisé la moitié des systèmes, créé des protocoles de secours capables de survivre à une apocalypse nucléaire et écrit des scripts qui surveillaient pratiquement notre réseau 24H24 et 7J7. Mais tout cela avait-il une quelconque importance dans le nouveau monde de Tiffany? Absolument pas. Elle était trop occupée à repenser l'entreprise ou son organigramme pour ressembler à un tableau Pinterest, avec des couleurs pastel et des citations inspirantes en police Comic Sans. Sans blague, Comic Sans pour une entreprise technologique. J'ai failli démissionner sur le champ, mais la curiosité a été un fléau et je voulais voir à quel point ce désastre allait être spectaculaire. Cette femme considérait le bureau comme son royaume personnel, se promenant dans des tenues de créateurs plus chères que ce que la plupart de nos développeurs juniors gagnaient en un mois. Elle organisait des séances de brainstorming où elle nous parlait tout en sirotant un matcha latte de prix et en hochant la tête pour saluer ses brillantes idées. Nous autres restions assis là, comme des otages, émettant de temps en temps les « mêmes » requis pour indiquer que nous respirions encore.
Mais voilà ce qui m'a vraiment frappé. Je n'étais pas inquiet. Même pas un tout petit peu. Bien sûr, la regarder tâtonner avec des concepts RH basiques, c'était comme regarder quelqu'un tenter une opération chirurgicale avec des gants de cuisine, mais je savais quelque chose qu'elle ignorait. Je savais que sous toutes ses présentations sophistiquées et son bingo de mots à la mode, cette entreprise fonctionnait sur des systèmes que j'avais construits, entretenus et remis en état un nombre incalculable de fois. J'étais la colonne vertébrale numérique de cet endroit. Celui qui veillait à ce que leurs précieuses marges bénéficiaires ne disparaissent pas à chaque fois qu'un serveur se lançait dans une crise existentielle. Pendant que Tiffany jouait au PDG déguisé, j'étais celui qui veillait à ce que les lumières restent allumées, métaphoriquement parlant. Et s'il y a une chose que j'ai apprise au cours de mes années passées à gérer la politique d'entreprise, c'est bien celle-ci, on ne peut pas déclencher la gravité, et on ne peut certainement pas remplacer l'expérience par l'enthousiasme et un sourire artificiel. Alors, je me suis installé confortablement, j'ai pris une autre tasse de ce café de bureau infect et je me suis préparé à regarder le spectacle. Harrington a fait un post. Je l'ai presque ignoré. Je veux dire, qui a besoin de ce genre d'embarras de seconde main dans leur vie? Mais la curiosité a tué le chat, et apparemment je me sentais félin ce soir-là. Le message était tout ce que j'aurais pu espérer et plus encore. Une photo soigneusement mise en scène de Tiffany dans ce qui ressemblait à une usure d'athlérisure coûteuse, assis dans ce qui était probablement sa cuisine, mais photographiée pour ressembler à un magazine de style de vie repensé avec le type d'éclairage qui a suggéré qu'elle avait passé plus de temps à installer la photo que d'écrire la légende. Le texte était de leur influenceur LinkedIn pur. Prendre le temps de me concentrer sur mon bien-être et de redécouvrir mon objectif étourdi. #Elling #Boss Energy. Boss Energy. Elle l'appelait Boss Energy. La femme qui a détruit une entreprise fonctionnelle parce qu'elle pensait que l'expertise n'était qu'une autre forme de négativité essayait maintenant de renommer son échec spectaculaire en tant que voyage spirituel. C'était comme regarder quelqu'un brûler une maison, puis publier des citations inspirantes sur les avantages thérapeutiques de regarder les flammes danser. Mais le vrai divertissement était dans la section des commentaires qui s'était transformée en masterclass en agression passive professionnelle. Il s'avère que la communauté technologique a une longue mémoire et une tolérance plus courte que la plupart des industries. Votre objectif a-t-il également supprimé les fichiers de l'entreprise de quelqu'un avec une photo de profil qui a crié « Développeur senior qui a déjà vu ce film ?» HR, résultats horribles? Ce qui était probablement le genre de blague de papa qui tue lors des conférences de développeurs, mais qui se coupe profondément lorsque toute votre carrière vient d'imploser. Et mon préféré. Essayez d'écouter les ingénieurs la prochaine fois, champion. Court, doux et livré avec la précision chirurgicale de quelqu'un qui avait probablement été à la réception de trop de conversations rapides avec les services RH qui pensaient que l'expertise technique n'était qu'une autre compétence en douceur que vous pouviez apprendre d'un tutoriel YouTube. Tiffany avait essayé de limiter les réponses, probablement après les premiers commentaires. Il a clairement indiqué que sa tentative de changement de marque spirituelle n'allait pas voler avec des gens qui comprenaient la différence entre le leadership réel et le théâtre de motivation. Mais limiter les réponses sur LinkedIn, c'est comme essayer de retenir l'océan avec une porte d'écran. Cela pourrait ralentir les choses, mais l'eau va finalement trouver un moyen de traverser. J'ai fermé LinkedIn et je suis revenu à mon travail réel qui a consisté à résoudre de vrais problèmes pour les personnes qui ont apprécié les solutions. Mon projet actuel se produisait magnifiquement. Une reconstruction complète d'un système financier qu'une autre entreprise avait tenté de moderniser en lançant 30 ans de connaissances institutionnelles et en les remplaçant par tout cadre à la tendance du développeur Twitter cette semaine-là. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Alors que Tiffany publiait pour trouver son objectif, je suis très bien payé pour reconstruire le type exact de système qu'elle voulait éliminer. Alors qu'elle parlait de bien-être et de guérison, je travaillais depuis ma salle solaire dans des chaussettes avec des trous, répondant aux personnes qui respectaient mon expertise au lieu de la traiter comme un inconvénient. Vengeance? Non, ce n'était pas le bon mot. La vengeance implique un effort. Et je n'avais fait aucun effort. Je viens de m'éloigner d'une situation toxique et j'ai laissé la gravité faire son travail. Parfois, la meilleure réponse au chaos d'entreprise n'est pas de riposter. C'est pour trouver un endroit mieux pour travailler et laisser les conséquences naturelles gérer le reste. Mon café était parfait. Mon code était propre. Et mon ancien employeur était une histoire édifiante dont d'autres personnes pouvaient apprendre. Il s'est avéré que la vie était assez bonne lorsque vous n'aviez pas à sauver les gens de leurs propres décisions. J'étais loin de me douter que ma place au premier rang allait devenir le centre de l'attention.
Vous connaissez ce moment dans tous les films catastrophes où il y a toujours quelqu'un qui voit la météorite arriver pendant que tous les autres vaquent à leurs occupations. Eh bien, ce mardi matin-là a commencé assez innocemment. J'étais en train de siroter ma 3e tasse de ce que notre bureau appelait généreusement du café, mais ce qui, j'en suis presque sûr, n'était que de l'eau brune avec des problèmes de confiance, essayant de déboguer un système obsolète qui avait plus de correctif qu'une veste de motard, lorsque l'ouragan Tiffany a fait son entrée remarquée. Imaginez. Il est 9h15 et je suis plongé jusqu'au coude dans un code qui semble avoir été écrit par des singes caféinés pendant un tremblement de terre, quand j'entends le clic-clic-clic de ses talons aiguilles résonner dans le couloir. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Oh non, cette fois, elle portait ce que je ne peux décrire que comme le smoothie matinal de l'incroyable Hulk. Ce mélange vert à l'aspect radioactif qui semblait briller de sa propre source de lumière interne. On aurait dit qu'on avait pris une tondeuse à gazon parfaitement innocente, qu'on l'avait nourrie de choux frisés et de regrets pendant une semaine, puis qu'on lui avait demandé de vomir dans un bocal. Je jure devant Dieu que si vous m'aviez dit qu'elle avait gratté ce truc au fond d'un marais et ajouté des graines de chia pour la texture, je vous aurais cru sans hésiter. La couleur était d'un vert si intense que j'ai dû résister à l'envie de mettre des lunettes de soleil juste pour la regarder en face. Visionnaire du matin, a-t-elle lancé en faisant irruption dans notre réunion matinale, telle une pom-pom girl caféinée qui vient de découvrir le pouvoir de la pensée positive. Le mot « visionnaire » flottait dans l'air comme une mauvaise odeur, et j'ai vu toute notre équipe de développement, des gars qui codaient depuis avant l'existence des réseaux sociaux, reculer physiquement à l'idée d'être appelés autrement que « développeurs » ou « Hey you is the keyboard ». Mais attendez, il y a mieux. Elle ne s'est pas contentée de nous appeler « visionnaires ». Oh non, ça aurait été trop simple pour notre nouvelle reine des RH. Elle avait préparé une présentation, un vrai feu d'artifice. Il lui a probablement fallu 3 heures pour la réaliser, qu'elle avait visiblement bricolée à partir du modèle de motivation Canva. La première diapositive est apparue à l'écran et j'ai failli recracher mon café. Elle était là, en gras, sur une photo d'archive montrant des personnes incroyablement diverses se tapant dans la main autour d'un ordinateur portable qui n'utilisait aucun logiciel connu. Révolutionner notre écosystème du capital humain. J'ai regardé. J'ai fait le tour de la salle et j'ai surpris Marcus, du service financier, qui faisait exactement la même grimace. J'avais probablement l'impression que quelqu'un venait d'expliquer la physique quantique en utilisant uniquement des émojis. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Tiffany a continué en sirotant théâtralement son carburant vert cauchemardesque. Le changement peut être effrayant, mais c'est aussi une opportunité. Elle a cliqué sur la diapositive suivante, qui présentait une citation motivante qui semblait tout droit sortie de la page Facebook d'une mère de famille de banlieue. La seule constante est le changement, alors changeons constamment. Attribué à quelqu'un appelé Anonymous Wisdom. Je me suis adossé à ma chaise et me suis préparé pour ce que je savais déjà être un cours magistral sur le bingo des mots à la mode en entreprise. Effectivement, en 10 minutes, elle a réussi à travailler sur les synergies, l'optimisation, la rationalisation, la taille idéale, la conceptualisation et, mon préféré, l'exploitation de nos compétences clés pour maximiser la valeur pour les parties prenantes. C'était comme écouter un générateur de jargon d'entreprise aléatoire qui avait obtenu la censure et avait décidé de donner une conférence TED. Mais est arrivé le moment qui m'a glacé le sang plus qu'une startup Windows Me. Elle a cliqué sur une diapositive qui ne contenait qu'une seule phrase, affichée dans une police de caractères, j'en suis presque sûr, censée être spectaculaire, mais qui ressemblait davantage à une invitation pour une maison hantée. Nous abandonnons les systèmes hérités. Si vous ne maîtrisez pas le jargon d'entreprise, laissez-moi vous traduire. Nous nous débarrassons des vieux trucs parce qu'ils ont l'air vieux et que nous ne les comprenons pas. Mais voilà, et c'est là que mes 15 ans d'expérience ont fait leur effet, comme une alarme incendie dans un immeuble en feu. Dans le domaine des technologies, les systèmes hérités ne sont pas synonymes de vieux et inutiles. Ils désignent les éléments qui font fonctionner tout en paraissant suffisamment ennuyeux pour que les dirigeants les ignorent. J'ai failli m'étouffer avec mon muffin rassis de supérettes autour de moi. Je voyais les autres développeurs commencer à relier les points. Génie, de l'assurance qualité, est devenu blême. Rodriguez, de DevOps, s'est mis à taper frénétiquement sur son téléphone, probablement en train de mettre à jour son profil LinkedIn. Même Marcus, de la finance, qui avait habituellement la palette émotionnelle d'une calculatrice, avait l'air d'avoir été informé par le fisc américain d'un audit de toute sa famille élargie. Je sais que ça paraît énorme, continua Tiffany, inconsciente qu'elle venait d'annoncer l'équivalent,
pour l'entreprise, de la décision de retirer les fondations d'une maison encore habitée. Mais voyez ça comme un grand ménage de printemps. Nous faisons de la place à l'innovation. L'ironie était si flagrante qu'on aurait pu la couper à la tronçonneuse. Elle parlait d'innovation tout en proposant de se débarrasser de systèmes qui avaient discrètement innové pour résoudre des problèmes dont elle ignorait l'existence. Il ne s'agissait pas de vieux programmes ramassés sur le web. Il s'agissait des scripts automatisés qui empêchaient nos serveurs de tomber en panne chaque fois qu'un membre du marketing décidait de télécharger une présentation PowerPoint de 500 mégaoctets. Il s'agissait des systèmes de secours qui nous avaient sauvé la mise plus de fois que je ne pouvais compter. Les outils de surveillance qui m'envoyaient un SMS à 3 heures du matin lorsque quelque chose était sur le point de mal tourner afin que je puisse le réparer avant même que quiconque ne s'en aperçoive. Mais expliquer cela à Tiffany aurait été comme essayer d'enseigner le calcul à un Golden Retriever. Techniquement possible, mais finalement frustrant pour toutes les personnes impliquées. Au lieu de cela, je me suis contenté de regarder ces diapositives cliquables remplies d'autres photos d'archives de personnes pointant du doigt des tableaux et des graphiques qui ne représentaient rien en réalité, et j'ai commencé à me préparer mentalement à la conversation que je savais être à venir. Car voici ce que Tiffany ne comprenait pas à propos des systèmes hérités. Ils ne sont pas hérités parce qu'ils sont vieux. Ils sont hérités parce qu'ils fonctionnent si bien que personne ne veut y toucher. Ils sont l'équivalent numérique de ce couteau de cuisine que votre grand-mère a eu pendant 40 ans et qui pouvait encore couper n'importe quoi comme du beurre, alors que tous vos nouveaux gadgets sophistiqués tombaient en panne au bout de 6 mois. Alors qu'elle concluait sa présentation par une diapositive qui se contentait de poser des questions sur l'image d'un alpiniste atteignant un sommet, car apparemment, licencier du personnel équivalait à conquérir l'Everest, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de mettre à jour des logiciels ou de rationaliser des processus. Il s'agissait de quelqu'un qui n'avait jamais passé une seule nuit à résoudre une panne système critique, décidant que l'expertise n'était qu'un système obsolète de plus qu'il fallait abandonner. La réunion s'est terminée par le genre de silence généralement réservé au moment où quelqu'un envoie accidentellement un email privé à toute l'entreprise. Et tandis que je rangeais mon ordinateur portable et retournais à mon bureau, je ne pouvais m'empêcher de penser que je venais d'assister au premier acte de ce qui allait être une leçon très coûteuse sur les raisons pour lesquelles il ne faut pas réparer les choses qui ne sont pas cassées, surtout quand on ne comprend pas leur fonctionnement. Vous connaissez ce sentiment quand on regarde un film d'horreur et que le tueur se glisse lentement derrière la victime sans méfiance, et qu'on est assis là à hurler devant l'écran parce qu'on voit exactement ce qui va arriver, mais que le pauvre type à l'écran est complètement paumé. Enfin, c'était moi à 16h30, ce que j'appelle maintenant le mardi du jugement dernier, sauf que j'étais à la fois celui qui regardait le film et le pauvre type sur le point d'être viré. L'email est apparu dans ma boîte de réception avec la subtilité d'une brique qui traverse une fenêtre. Objet, discussion rapide, RH-vous. Pas d'ordre du jour, pas de petit, j'espère que vous passez une bonne journée, aucune explication. Juste ces 4 mots qui trônaient dans mon Outlook comme une condamnation à mort numérique écrite en Times New Roman. C'était l'équivalent professionnel d'un SMS disant simplement « On doit parler de quelqu'un dont vous êtes presque sûr qu'il est sur le point de vous larguer ». J'ai scruté ce calendrier. J'ai invité pendant 30 bonnes secondes, en regardant le petit badge de notification se moquer de moi sur ma barre des tâches. J'ai suffisamment d'expérience dans le monde de l'entreprise pour savoir qu'une petite conversation entre les RH est aussi rapide qu'une opération de canal et presque 2 fois plus agréable. Personne, vraiment personne, n'est convoqué au RH à 16h30 un mardi pour une bonne nouvelle. On ne vous invite pas pour vous annoncer des primes surprises ou des soirées pizza d'entreprise. Non, 16h30 est l'heure d'exécution, où l'on se dit que la plupart des gens ont déjà décroché mentalement et ne feront pas trop de bruit. Le trajet jusqu'au bureau de Tiffany ressemblait à une marche verte, sauf qu'au lieu de marcher vers Old Sparky, je me dirigeais vers une femme qui pensait probablement que les indemnités de départ étaient une sorte de service de livraison Amazon. Chaque pas dans ce couloir résonnait comme un compte à rebours, et je sentais le regard de mes collègues sur moi. Ce mélange de sympathie et de soulagement que l'on ressent en voyant quelqu'un d'autre être convoqué au bureau de la directrice. J'ai frappé à sa porte et sa voix a répondu. Avec toute la douceur artificielle d'une pub pour Soda Light. Entrez. Quand j'ai ouvert la porte, je jure que la scène qui m'a accueilli ressemblait à un rêve fiévreux réalisé par quelqu'un qui avait regardé trop d'épisodes de The Bachelor. Tiffany était perchée derrière son bureau, comme si elle posait pour la couverture d'incompétent exécutive Montly, vêtue, j'en suis presque sûr, d'un blazer qui coûtait plus cher que mes mensualités de voiture. Le bureau lui-même était un chef-d'œuvre de productivité performative. Un MacBook qui n'avait probablement pas été ouvert depuis qu'elle l'avait acheté,
une pile de livres de business qui n'étaient clairement que pour la vitrine. Je voyais encore l'étiquette de prix Amazon dessus. Et ce satané jus vert du matin, qui semblait maintenant avoir atteint sa maturité et projeté de dominer le monde. Mais voilà le hic. Elle s'était positionnée selon un angle étrange qui donnait l'impression qu'elle faisait une séance photo pour le contenu d'un influenceur LinkedIn. Vous savez, ces posts où les gens font semblant de travailler franchement tout en posant comme s'ils s'apprêtaient à prononcer le discours sur l'état de l'Union. C'était Tiffany, sauf qu'elle s'apprêtait à prononcer mon discours professionnel. Arrêt de mort. Veuillez vous asseoir, dit-elle en désignant la chaise en face de son bureau avec le sourire que les hygiénistes dentaires affichent juste avant de vous annoncer un traitement de canal. Je me suis assis et j'ai attendu que le théâtre d'entreprise commence, car je savais que c'était exactement ce qui allait se passer, une performance où elle jouerait le rôle d'une décideuse difficile mais nécessaire, et où je serais la malheureuse victime du progrès. Elle ouvrit ce qui ressemblait à un dossier rempli de documents officiels, même si, connaissant Tiffany, il ne s'agissait probablement que de citations motivantes imprimées et de sa liste de courses. Alors, commença-t-elle, sa voix prenant ce ton artificiellement solennel que l'on utilise pour paraître important. Je voulais vous parler de changements prometteurs que nous mettons en œuvre pour optimiser notre infrastructure de capital humain. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas rire. Infrastructure de capital humain. Je n'étais pas une personne qui se faisait licencier. J'étais apparemment un actif peu performant qu'on retirait de leur portefeuille. Le double langage de l'entreprise était si épais qu'on aurait pu s'en servir pour colmater des nids de poules. Comme vous le savez, poursuivit-elle, lisant visiblement un script RH qu'elle avait probablement trouvé dans son cours en ligne. Nous évoluons vers une approche plus rationalisée et agile de nos solutions technologiques. Et malheureusement, cela signifie que nous devons mettre fin à certaines de nos ressources humaines traditionnelles. Des ressources humaines traditionnelles. Elle m'a d'ailleurs qualifié de ressources humaines traditionnelles. J'étais apparemment l'équivalent humain de Windows XP. Fonctionnel, mais obsolète et occupant une place précieuse qui aurait pu être mieux utilisée par quelque chose de plus moderne et plus élégant. Puis vint le moment qui restera à jamais gravé dans ma mémoire comme un tatouage raté à la fac. Elle leva les yeux de son script, m'adressa ce sourire faux de 1000 watts et prononça la phrase qui allait devenir une légende au bureau. Félicitations, vous êtes licencié. Félicitations. Elle me félicita comme si elle m'annonçait que j'avais gagné au loto au lieu de m'annoncer que j'allais rejoindre les services du chômage. L'enthousiasme dans sa voix était si sincère que, l'espace d'une seconde, je me suis demandé si je n'avais pas mal compris quelque chose. C'était peut-être une étrange cérémonie de promotion. Peut-être que, licencié, avait une signification différente dans son monde de mots à la mode et de jargon professionnel. Mais non, son expression le montrait l'évidence. Elle était sincèrement fière d'elle d'avoir prononcé cette phrase, comme si elle venait de réussir un monologue difficile au théâtre. Je m'attendais presque à ce qu'elle me demande si je voulais prendre un selfie pour immortaliser l'instant, peut-être avec un de ces filtres Instagram qui ajoutent des paillettes. Avec la légende, je vis ma meilleure vie RH. Le silence qui a suivi était si gêné qu'il avait son propre pouvoir d'attraction. Je la voyais bien attendre une réaction. Des larmes peut-être, des cris de colère, ou au moins des supplications pour qu'on me reprenne mon poste. Au lieu de cela, je suis resté assise là, à digérer l'absurdité surréaliste de ce qui venait de se passer et à ressentir quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Car voilà le problème avec le fait d'être licencié par quelqu'un qui pense au capital humain, ce n'était pas le reflet de ma performance ni de ma valeur en tant qu'employé. Il s'agissait de quelqu'un qui avait confondu confiance et compétence, et qui s'apprêtait à apprendre la différence de la manière la plus coûteuse possible. J'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti mon badge de sécurité, ce petit rectangle en plastique qui me permettait de franchir la porte d'entrée tous les matins depuis 3 ans, et je l'ai posé délicatement sur son bureau. Voilà, ai-je dit en me levant avec le calme qui naît de ce que l'on ignore. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux, lui ai souri, ce sourire qui n'atteint pas tout à fait les yeux, et lui ai offert mon petit cadeau d'adieu. Tu as environ 15 minutes avant que le système ne tombe en panne. Dis bonne chance à ton père. L'expression confuse qui a traversé son visage était absolument inestimable. C'était comme voir quelqu'un se rendre compte qu'il venait de jeter le manuel d'instruction juste avant d'essayer de monter un meuble IKEA. De la panique pure et dure, enveloppée dans des vêtements de marque et maintenue par un anti-cerne hors de prix. Sur ce, je suis sorti de son bureau, passant devant mes anciens collègues qui faisaient semblant de ne pas regarder, et me suis dirigé droit vers ce qui, j'en étais presque sûr, allaient être les jours les plus divertissants de toute ma carrière.
Vous savez ce qu'on dit des plans bien conçus des souris et des hommes. Eh bien, apparemment, ils n'ont jamais rencontré un informaticien fraîchement viré, rancunier et sachant pertinemment quel château de cartes numériques était sur le point de s'écrouler. Au lieu de faire ce que toute personne normale et équilibrée ferait après une mise à pied, comme rentrer chez elle, ouvrir une bière et mettre à jour son CV tout en regardant Netflix en boucle, j'ai fait quelque chose qui en dit probablement plus long sur mon état psychologique que je ne voudrais l'admettre. J'ai marché droit dans la rue jusqu'au Benny's Café. Bon, Benny's n'est pas un café branché avec des tables en bois de récupération et des baristas qui ont l'air de chanter du folk indie. Non, Benny's est le genre d'endroit où le café est servi dans de vraies tasses en céramique plutôt que dans des gobelets en carton avec votre nom mal orthographié. Où le mot de passe Wi-Fi est toujours le 123 et où Benny lui-même, un sexagénaire qui a l'air d'avoir vu tous les drames humains se jouer autour d'un café et de viennoiseries, ne pose pas de questions quand quelqu'un entre, l'air d'avoir assisté à sa propre exécution professionnelle. La sonnette au-dessus de la porte a fait le même bruit las qu'elle faisait depuis 10 ans tandis que je me frayais un chemin à l'intérieur. L'endroit sentait le café, le cuir usé et un léger parfum de rêve différé. Bref, l'ambiance parfaite pour un homme qui venait d'être félicité pour son licenciement par une femme qui pensait probablement que la maintenance du serveur consistait à les inviter à dîner et à aller au cinéma. Le Benny habituel a appelé de derrière le comptoir, sans même lever les yeux de la grille de mots croisés qui l'occupait. Cet homme m'avait vu entrer ici tous les matins pendant 3 ans en allant au travail. Et apparemment, il avait mémorisé ma commande entre 7 et 12, un mécanisme d'adaptation caféiné. En fait, dis-je en m'installant dans la banquette vitrée qui m'offrait une vue imprenable sur mon ancien immeuble de bureau, de l'autre côté de la rue. Prépare-moi un café noir et un croissant quelconque, comme s'il avait renoncé à la vie. Benny haussa un sourcil. Cet homme pouvait communiquer plus avec un seul sourcil que la plupart des gens avec une présentation PowerPoint, mais il ne fit aucun commentaire. Il versa simplement le café, attrapa un croissant qui semblait aussi enthousiaste que moi et les posa devant moi avec cette efficacité qui n'est d'année passée à servir de la caféine à des personnes traversant diverses phases de crise existentielle. J'entourais cette tasse de mes mains comme d'une bouée de sauvetage et fixé par la fenêtre le bâtiment où, 15 minutes plus tôt, j'étais un employé précieux assurant le fonctionnement des systèmes critiques et où, maintenant, je n'étais qu'un employé comme les autres dans un café, sans aucun endroit où aller et avec tout le temps du monde pour regarder le spectacle. Le silence était absolument magnifique. Pas d'alerte d'urgence sur mon téléphone. Pas de mails paniqués concernant des pannes de système. Pas de questions rapides de dernière minute qui se transformaient en session de dépannage de 3 heures. Juste moi, mon café et le calme paisible que procure le fait de savoir que ce qui allait arriver n'était officiellement plus mon problème. J'ai pris une gorgée de café, du vrai bon café, pas cette eau brune conservée au bureau, et j'ai laissé mon esprit vagabonder vers les bombes à retardement numérique que j'avais laissées derrière moi. Voyez-vous, voilà une chose qu'on n'apprend pas dans ces cours de licenciement bienveillant en 5 étapes faciles. Quand on vire celui qui a fait fonctionner votre infrastructure technologique à coups de ruban adhésif numérique et de prière, mieux vaut s'assurer de bien comprendre ce qu'il fait réellement toute la journée. Ces anciens systèmes que Tiffany avait tant hâte de supprimer. La moitié d'entre eux fonctionnaient avec des scripts automatisés que j'avais écrits lors de séances de dépannage nocturne. De petits programmes qui corrigeaient discrètement les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent, mettaient à jour les correctifs de sécurité pendant que tout le monde dormait et effectuaient une 50aine de tâches de maintenance différentes pour que tout fonctionne parfaitement. Ils n'étaient documentés dans aucun manuel, car c'était le genre de solution qu'on crée lorsqu'on se soucie plus du bon fonctionnement que du respect des procédures. J'avais passé des années à construire ce que j'appelle des filets de sécurité numérique. Des systèmes de secours pour les systèmes de secours. Des scripts de surveillance qui surveillaient d'autres scripts de surveillance, des correctifs automatisés pour les problèmes les plus courants qui me réveillaient à 2 heures du matin. C'était comme avoir une équipe de ravitaillement vraiment compétente pour une voiture de course. Sauf que la voiture de course représentait toute l'infrastructure technologique de l'entreprise, et que l'équipe de ravitaillement, c'était moi seul, alimenté par la caféine et cette fierté obstinée qui naît de la résolution de problèmes dont personne d'autre ne soupçonnait l'existence. Mais voilà le problème avec les filets de sécurité, ils sont invisibles jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Et ils sont vraiment invisibles quand la personne qui les a créés n'est pas là pour m'expliquer pourquoi ils existent. J'ai pris mon croissant, qui, fidèle à lui-même, semblait avoir passé une aussi bonne journée que moi, et j'ai observé l'immeuble de bureau de l'autre côté de la rue. De ma petite banquette près de la fenêtre, je pouvais voir les lumières encore allumées du service informatique. Probablement un pauvre développeur junior essayant de comprendre pourquoi son après-midi s'était soudainement transformé en film catastrophe, dans le rôle du type qui n'a aucune idée de ce qu'il fait.
Mon téléphone est resté silencieux sur la table à côté de ma tasse de café. Pas d'appel, pas de SMS, non. Tiens, attends. Il faut qu'on parle de ces messages. Rien. C'était comme si j'avais disparu de leur univers d'entreprise, ne laissant derrière moi qu'un bureau vide et une multitude de processus automatisés qui allaient commencer à dysfonctionner juste au moment où Tiffany finirait de célébrer sa réussite en matière d'optimisation du capital humain. La belle ironie de la tentative d'élimination des systèmes hérités ne m'a pas échappé. Ils ont simplement éliminé la personne qui comprenait leur fonctionnement réel. C'était comme virer son traducteur juste avant une mission diplomatique et se demander ensuite pourquoi personne ne comprend ce qu'il essaie de dire. Alors, assis chez Benny, je sirotais un café qui n'avait pas le goût de la déception et observais mon ancien lieu de travail comme un pompier à la retraite regardant la fumée s'élever des fenêtres d'un immeuble. Patient, calme et absolument certain que le vrai spectacle allait commencer. Rien ne dit bonjour comme voir l'empire numérique de quelqu'un d'autre s'effondrer, assis en pyjama à manger des céréales probablement destinées aux enfants, mais au goût de nostalgie enfantine. Il était 10h47 mercredi, exactement 18h17 après ma sortie du bureau, lorsque le premier domino est tombé. Et laissez-moi vous dire qu'il est tombé avec la grâce et la subtilité d'un éléphant ivre en roller. J'en étais à la moitié de mon deuxième bol de Lucky Charm. Ne me jugez pas. J'étais en pleine période de transition lorsque mon téléphone s'est illuminé comme un sapin de Noël à Times Square. Pas d'appel, bien sûr. Apparemment, personne ne voulait parler au type qu'il venait de virer, mais de SMS qui allaient de la confusion à la panique, en passant par ce que je ne peux que qualifier d'hystérique numérique. Le plus beau dans tout ça, c'est que j'avais déjà vu ce film. Bon sang, j'avais écrit le scénario, je l'avais réalisé et je savais exactement comment il allait se terminer. Voyez-vous, quand on passe 3 ans à construire discrètement des systèmes automatisés qui assurent le fonctionnement d'une entreprise, on se souvient souvent de ce qui se passe lorsque ces systèmes cessent de recevoir l'équivalent numérique de leur vitamine matinale. Marcus, du service financier, a été le premier à craquer. Son message est apparu à 10h47 précise, et, signal aléatoire, où est le système de facturation? Les points de suspension après, et, m'ont tout dit. Marcus était un homme de chiffres, direct, pragmatique, le genre de personne qui communiquait par tableur et utilisait rarement plus de mots que nécessaire. Quand Marcus a commencé à balancer des signaux aléatoires et une ponctuation maladroite, on savait que la situation était passée d'un simple désagrément à une urgence. J'ai repris une cuillère de céréales et j'ai vu l'écran de mon téléphone se remplir de messages de plus en plus désespérés. C'était comme un accident de voiture au ralenti, sauf que les voitures étaient codées et que l'accident aurait pu être évité si quelqu'un avait écouté celui qui avait évité ces accidents pendant 3 ans. À 11h15, Rudy du service juridique avait rejoint la fête. Rudy était le genre d'avocat capable de trouver 17 façons différentes de dire non sans utiliser le mot. Alors, quand son message est arrivé, êtes-vous disponible pour une consultation? J'ai failli m'étouffer avec mes porte-bonheur. Demander une consultation, c'était comme si le pape vous demandait une minute pour discuter de religion. Ça n'arrivait pas, sauf si la fin du monde était imminente. Mais le clou de ce défilé de catastrophes numériques est venu de ma propre femme, Ellie, à 11h32. Son message était parfaitement formulé, comme seuls les conjoints peuvent le faire lorsqu'ils essaient de paraître désinvoltes tout en vous accusant de terrorisme d'entreprise. As-tu fait quelque chose? Ai-je fait quelque chose? Oh, chérie, c'était ça le plus beau. Je n'ai rien fait. C'était exactement le problème qu'il découvrait. Pendant 3 ans, j'étais celui qui faisait tout, les sauvegardes automatiques, la maintenance du système, la surveillance du serveur, l'optimisation de la base de données, les mises à jour de sécurité du réseau. J'étais comme un concierge numérique travaillant de nuit, nettoyant les bêtises avant même que quiconque ne s'en aperçoive. Les API devaient probablement balancer des erreurs 500 comme des confettis à une fête du Nouvel An. Le tableau de bord des achats, ce magnifique morceau de code personnalisé que j'avais créé pour suivre les commandes, affichait probablement des messages d'erreur, ou pire, cet emoji de clown triste générique que j'avais programmé comme espace réservé pendant le développement et que je n'avais jamais pris la peine de modifier parse. Eh bien, je trouvais ça drôle et que personne d'autre ne voyait jamais les pages d'erreur. Les refus de mai n'étaient que l'apéritif. Le véritable plat principal allait arriver lorsqu'ils allaient réaliser que tout leur système de gestion client reposait sur une série de scripts interconnectés que j'avais écrits lors d'un week-end particulièrement inspirant il y a 2 ans. Ces scripts étaient comme un château de cartes. Chacun soutenant les autres dans un équilibre fragile qui semblait simple de l'extérieur,
mais qui était en réalité maintenu par l'équivalent numérique de la prière et du ruban adhésif. J'imaginais la scène au bureau. Tiffany se tenait probablement au milieu du service informatique, vêtue d'un de ces costumes de pouvoir qui coûtent plus cher que le loyer de la plupart des gens. Elle agitait frénétiquement son iPad comme une baguette magique, espérant que la technologie se plierait à sa volonté par la seule force de la pensée positive et des slogans motivants. Le système d'approvisionnement affichant un emoji de clown triste était ma touche préférée. Je l'avais ajouté lors d'une soirée particulièrement tardive où le message d'erreur habituel me semblait trop ennuyeux. Maintenant, ce petit clown numérique fixait probablement la moitié de l'entreprise. Un joyeux rappel que l'univers a parfois le sens de l'humour. J'ai terminé mes céréales, rincé le bol et me suis préparé une vraie tasse de café. Pas le breuvage de bureau que j'avalais depuis 3 ans, mais du vrai café, fait avec des grains qui n'avaient pas dormi dans une salle de pause d'entreprise depuis l'administration Bush. Mon téléphone vibrait sans cesse de messages de plus en plus frénétiques. Mais j'avais pris une décision. Je n'allais répondre à aucun d'entre eux. Pas encore. Il ne s'agissait pas d'être mesquin ou vindicatif. Il s'agissait de laisser les conséquences naturelles suivre leur cours. Parfois, le meilleur enseignant, c'est l'expérience. Et en ce moment même, mon ancien employeur suivait un cours accéléré sur les raisons pour lesquelles il ne faut pas licencier la personne qui fait tourner notre monde numérique. J'ai versé mon café, me suis installé dans mon fauteuil préféré et me suis préparé à regarder la suite du spectacle. Après tout, j'étais aux premières loges pour le meilleur récit édifiant sur les décisions d'entreprise depuis New Coke. Vous savez ce qu'on dit du karma. C'est un vrai. Et apparemment, elle porte des talons de marqué et diplômée en psychologie de l'université. Jeudi matin, l'apocalypse numérique que j'attendais en catimini s'était transformé d'une légère bruine de panne système en un véritable ouragan de chaos technologique. Et Tiffany était en plein cœur de l'action, tournoyant comme une tornade caféinée dans un blazer Nordstrom. Je n'étais pas là pour le voir de mes propres yeux. Bien sûr, être au chômage a ses avantages, comme pouvoir regarder Netflix en sous-vêtements à 11h du matin un jeudi. Mais grâce au miracle moderne des ragots au travail et au fait que la moitié de mes anciens collègues avaient encore mon numéro, je recevais des nouvelles en temps réel, mieux que n'importe quelle couverture catastrophe en direct sur CNN. La star du jour était apparemment Tiffany elle-même, passée du statut de reine d'entreprise confiante à celui de panique totale en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. D'après Génie du service qualité, qui m'envoyait des mises à jour par SMS comme si elle était en zone de guerre. Notre chère directrice des ressources humaines avait passé la matinée à courir dans le bureau comme un poulet décapité. Sauf que ce poulet chaussait des Jimmy Choo et tenait un iPad à la main, comme s'il s'agissait d'une sorte de talisman magique capable de réparer des décennies de dettes techniques accumulées. L'image que m'avait donnée le récit de Génie était absolument magnifique. Tiffany, dans toute sa splendeur autobronzante, claquait sur le sol du bureau avec ses talons ridicules qui, pensait-elle, lui donnaient probablement une allure puissante, mais qui, en réalité, sonnaient comme un métronome comptant à rebours vers la catastrophe. Chaque pas était apparemment ponctué par son iPad agité, comme si elle dirigeait un orchestre invisible d'incompétence. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'après Rodriguez de DevOps, qui tweetait apparemment en direct ce désastre dans un groupe de discussion auquel j'étais heureusement encore membre, Tiffany était entrée dans la salle des serveurs. La salle des serveurs. Cette femme pensait probablement que la salle des serveurs signifiait l'endroit où se trouvaient les machines à café, et elle a déboulé au cœur numérique de l'entreprise, chaussée de talons hauts qui auraient probablement pu percer des câbles de fibre optique. La description de Rodriguez était poétique. Elle agitait son iPad comme Harry Potter avec une baguette cassée, demandant pourquoi le script de restauration ne fonctionnait pas. Le script de restauration. Cette belle et élégante automatisation que j'avais écrite spécialement pour des situations comme celle-ci, lorsque les systèmes tombaient en panne et devaient être restaurés à leur état initial. Le seul problème était que les scripts de restauration ne s'exécutent pas tout seuls. Et la personne qui savait comment les exécuter était actuellement chez elle, en caleçon, à manger des restes de pizza et à rattraper son retard sur les rediffusions du bureau. Le développeur junior qui a tenté de lui expliquer cela mérite une médaille pour sa diplomatie face aux critiques. D'après le groupe de discussion, ce pauvre garçon, probablement fraîchement sorti de l'université et encore assez jeune pour croire à la logique des hiérarchies d'entreprise, murmurait la vérité que tout le monde connaissait déjà, mais que personne ne voulait dire à voix haute. Parce que c'était ton beau-frère qui s'en occupait. Beau-frère, pas l'informaticien, ni notre administrateur système, ni même celui qui savait comment tout fonctionnait. Beau-frère,
comme si j'étais un parent qui traînait au bureau pour réparer des ordinateurs par faveur, plutôt que celui qui avait passé 3 ans à construire et à entretenir l'infrastructure numérique qui avait empêché toute leur entreprise de s'effondrer en un tas de presse-papier hors de prix. La réponse de Tiffany fut apparemment spectaculaire. Jenny rapporta qu'elle avait répliqué avec toute l'autorité de quelqu'un qui avait appris les techniques de management dans les émissions de télé-réalité. Eh bien, il n'est plus là, n'est-ce pas? Le point d'exclamation était audible, selon les témoins. Le genre de ton défensif et tranchant que l'on adopte lorsqu'on commence à réaliser qu'on a commis une erreur catastrophique, mais qu'on n'est pas encore prêt à l'admettre. Mais voilà le problème avec les ordinateurs, ils se moquent de votre autorité, de vos vêtements de marque ou de vos slogans. Motivant. Ils ne réagissent pas à la pensée positive ni aux exercices de team building en entreprise. Lorsqu'un serveur renvoie une erreur 5 cents, cela ne révèle rien de votre style de leadership. Il suit simplement les lois inextricables de cause à effet qui régissent l'univers numérique. Les serveurs, béni soit leur cœur numérique, ont réagi à l'autorité de Tiffany exactement comme on pourrait s'y attendre, en crachant plus d'erreurs 500 qu'un étudiant en informatique lors de sa première tentative de développement web. C'était comme regarder quelqu'un essayer d'intimider un grille-pain cassé pour qu'il fasse des toasts parfaits. Techniquement possible en théorie, mais nécessitant une incompréhension fondamentale du fonctionnement de l'intimidation et des grille-pains. Pendant ce temps, tandis que ce théâtre de l'absurde se déroulait en temps réel sur l'écran de mon téléphone, je vivais ma meilleure vie de chômeur. J'ai troqué mon uniforme professionnel décontracté contre un pantalon de pyjama et des pantoufles, troqué mon café de bureau rassis contre le bon café que j'aimais vraiment boire, et remplacé le stress constant de la surveillance de systèmes susceptibles de tomber en panne à tout moment par le simple plaisir de voir quelqu'un d'autre découvrir exactement pourquoi ces systèmes avaient besoin d'être surveillés. Le plus beau, c'est que je mettais à jour mon CV entre 2 mises à jour par SMS, ajoutant des points sur la maintenance des infrastructures critiques et la prévention des pannes systémiques grâce à une surveillance proactive. Vous savez, tous ces détails techniques ennuyeux qui avaient permis à l'entreprise de fonctionner sans problème jusqu'à ce que quelqu'un décide que cette expérience n'était qu'un système obsolète de plus qu'il fallait abandonner. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à voir un château de cartes s'effondrer, surtout quand on est celui qui a passé des années à renforcer ses cartes à coups de ruban adhésif numérique et de prières, pour finalement se faire dire que ces services n'étaient plus nécessaires. Vendredi matin, la situation à mon ancien lieu de travail était apparemment passée de problèmes techniques mineurs à un niveau de sécurité de 1. Le PDG est dans le bâtiment et quelqu'un est sur le point de se faire botter le cul sur un plateau d'argent. L'homme lui-même, Monsieur Vance Harrington III, capitaine d'industrie, bâtisseur d'empire et père du désastre RH le plus spectaculaire de l'année, avait apparemment fait son entrée remarquée vers 9h30, tel un super-héros d'entreprise venu sauver la situation. Sauf qu'au lieu d'une cape, il portait un costume à $1000. Et au lieu de super-pouvoir, il avait ce tempérament volcanique qu'on éprouve en voyant le travail de toute une vie s'effondrer. Parce que votre fille pensait pouvoir gérer les RH comme un blog lifestyle. Rodriguez me donnait encore des nouvelles du groupe de discussion et sa description de l'entrée de Monsieur Harrington était tout simplement cinématographique. Imaginez, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent comme les portes de l'enfer de l'entreprise, révélant un homme qui avait bâti cette entreprise à partir de rien et la regardait maintenant imploser parce qu'on l'avait convaincu que la loyauté familiale était plus importante que la compétence opérationnelle. Que s'est-il donc passé? Il avait apparemment aboyé en traversant le bureau en trombe. Sa voix portait l'autorité qui découle de 30 ans d'expérience dans la prise de décision qui compte vraiment. Ce n'était pas un cadre intermédiaire qui passait une mauvaise journée. C'était l'homme dont le nom était sur le bâtiment, dont la signature apposée sur les fiches de paie de chacun et dont la patience avait apparemment atteint des limites supérieures à la capacité opérationnelle actuelle de l'entreprise. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment belle, avec cette tragique touche shakespearienne. Tiffany, béni soit son cœur bronzé artificiellement, se tenait apparemment là, au milieu de ce désert numérique qu'elle avait créé, serrant toujours son iPad comme une sorte de couverture de sécurité. Lorsque Papa Chéri a exigé des explications sur la raison pour laquelle son entreprise s'était soudainement mise à fonctionner avec l'efficacité d'un stand de limonade tenu par des écureuils caféinés, sa réponse, du pur népotisme sans filtre en action. Mon beau-frère a tout saboté. Maintenant, je dois lui reconnaître ça. Quand Tiffany s'est engagée dans une histoire, elle y est allée à fond. Sabotage? Comme si j'étais une sorte de terroriste numérique qui avait passé ses nuits à poser secrètement des bombes codées dans l'infrastructure de l'entreprise, attendant juste le bon moment pour faire capoter toute l'opération par dépit. L'audace pure était presque impressionnante.
de la même manière que voir quelqu'un essayer de convaincre un juge que le panneau stop avait sauté devant sa voiture est impressionnant. Mais voilà ce qui est bien avec les gens qui travaillent avec des années, ils apprennent à vous connaître. Ils vous voient rester tard pour régler des problèmes dont personne d'autre ne soupçonnait l'existence. Ils vous voient venir le week-end pour mettre à jour des systèmes qui n'attendaient pas le lundi matin. Ils savent faire la différence entre saboter et se retirer d'une situation où votre expertise n'était pas valorisée. Le technicien qui l'a corrigé mérite une augmentation et probablement une médaille pour son courage sous le feu des critiques. D'après le récit détaillé de Jenny, cette héroïne absolue de la vérité avait l'air d'un monsieur. Harrington a égaré son regard et a prononcé la phrase qui a probablement sauvé ce qui restait de dignité à l'entreprise. Non, monsieur, il ne nous a pas sabotés. Il a juste cessé de nous sauver. 5 mots. Il a juste cessé de nous sauver. Il n'en a pas fallu plus pour condenser 3 ans de scripts automatisés, de sessions de dépannage nocturne et de résolution proactive de problèmes en une vérité dévastatrice. Je n'étais pas un saboteur. J'étais un maître-nageur qui avait été renvoyé de la plage et qui observait maintenant, à distance de sécurité, les gens découvrir qu'ils n'avaient jamais vraiment appris à nager. Le silence qui a suivi cette déclaration était apparemment si épais qu'on aurait pu le couper avec une lame de serveur et le servir à des funérailles pour la compétence en entreprise. Monsieur Harrington, selon plusieurs témoins oculaires, a affiché ce que Jenny a décrit comme 17 expressions faciales différentes en environ 3 secondes, allant de la confusion à la compréhension, en passant par le genre de rage qui fait ressembler les volcans à de doux arroseurs de jardin. Rodriguez a rapporté qu'on pouvait pratiquement voir le moment précis où la lumière s'est allumée dans la tête du vieil homme. Il ne s'agissait pas de sabotage, de vengeance ou d'une quelconque intention malveillante. Il s'agissait de conséquences naturelles. Il s'agissait de ce qui arrive lorsqu'on licencie la personne qui a discrètement empêché des catastrophes et qu'on fait semblant d'être surpris lorsque ces catastrophes se produisent. Cette prise de conscience le frappa comme un train de marchandises numérique. Sa fille ne venait pas de licencier un employé. Elle avait débranché les systèmes mêmes qui assuraient le fonctionnement de son entreprise. Elle avait rejeté l'équivalent humain d'un antivirus et s'était ensuite demandé pourquoi tout commençait à être infecté par des problèmes. Je ne pouvais qu'imaginer ce qui se passait dans la tête de Monsieur Harrington à ce moment-là. Voilà un homme qui avait passé des décennies à bâtir quelque chose de significatif, quelque chose qui fournissait des emplois et des services et contribuait réellement au monde, et qui regardait tout cela s'effondrer parce qu'il avait fait confiance à sa famille plutôt qu'à ses compétences. L'histoire classique du népotisme face à la réalité gagnant par chaos technique au premier round. Mon téléphone vibra, une autre mise à jour du groupe de discussion. Le patron venait de parler de pare-feu débranché, et je crois que Tiffany était en larmes. Confortablement installé sur mon canapé, portant le t-shirt de la veille et mangeant des céréales directement dans la boîte, je ne pus m'empêcher de ressentir un léger pincement qui ressemblait peut-être à de la compassion. Mais je me suis souvenu de ces félicitations, votre ligne est coupée, et la sympathie s'est évaporée plus vite que la disponibilité du serveur lors d'une mise à jour système mal planifiée. Vous savez, ce moment dans un film de zombies où les survivants réalisent qu'ils sont complètement foutus et tentent désespérément de contacter le monde extérieur pour obtenir de l'aide? Eh bien, c'était apparemment l'ambiance sur mon ancien lieu de travail vendredi après-midi. Sauf qu'au lieu de zombies, ils étaient confrontés à des pannes système en cascade. Et au lieu d'une radio, ils utilisaient toutes les plateformes numériques connues de l'humanité pour tenter de joindre la seule personne capable de les sauver de leur propre incompétence spectaculaire. Tout a commencé assez innocemment. J'étais dans ma cuisine en train de préparer ce qui était devenu mon nouveau petit déjeuner préféré de chômeur, des œufs brouillés au fromage et un accompagnement de « je n'ai plus besoin de gérer l'entreprise », lorsque mon téléphone s'est mis à vibrer de notifications comme un appareil électronique possédé dans un film d'horreur. La première m'a complètement pris au dépourvu, non pas parce qu'elle était inattendue, mais par la manière dont elle a été transmise. Un message LinkedIn de ma femme. Ma propre femme se glissait dans mes messages privés LinkedIn comme une recruteuse désespérée cherchant à débaucher des talents pour une start-up en faillite. Le message lui-même était un chef-d'œuvre de désespoir désinvolte, enveloppé dans le genre de langage professionnel qu'Ellie avait apparemment assimilé par osmose en travaillant dans cet environnement toxique. Dis donc, ma belle, lol. Ça a dérapé au travail. On peut parler? Dis donc, ma belle, lol. Comme si nous étions des connaissances de fac qui se retrouvaient après 10 ans, plutôt que des couples mariés partageant un prêt immobilier et se disputant pour savoir qui devait sortir les poubelles. Le fait qu'elle ait eu recours à LinkedIn pour communiquer avec son mari m'a tout dit sur la profondeur du chaos numérique dans lequel l'entreprise était plongée.
Leur système de communication interne était probablement tellement détraqué que même les dirigeants en étaient réduits à utiliser les réseaux sociaux pour communiquer entre eux. Mais le diaporama LinkedIn Daily n'était que le début. Le vrai spectacle a commencé lorsque Tiffany elle-même a commencé sa tournée d'excuses numériques, déferlant sur toutes les plateformes avec le désespoir d'une influenceuse dont le nombre d'abonnés venait de diminuer de moitié. D'abord, il y a eu le message Slack, hilarant, car Slack était probablement en train de s'organiser grâce au trombone numérique et à la pensée positive. Puis, un email sur mon compte personnel, car apparemment, elle avait enfin compris que l'email professionnel n'était peut-être pas le moyen de communication le plus fiable lorsque toute votre infrastructure informatique traversait une crise existentielle. La progression de ces messages ressemblait aux 5 étapes du deuil condensées en un seul après-midi de communication numérique de plus en plus frénétique. Déni. Je suis sûr que tout cela n'est qu'un pépin passager. Colère. C'est vraiment peu professionnel de votre part. Négociation. Pouvons-nous trouver une solution mutuellement avantageuse? Dépression. Je sais que j'ai fait des erreurs. Et enfin, le joyau du désespoir en entreprise. Un paiement 20 mots de $10 avec le message « Veuillez répondre, main jointe ». Point. $10. Elle pensait pouvoir acheter mon attention avec le prix d'un déjeuner médiocre. La femme qui m'avait licencié alors qu'elle portait un blazer qui coûtait probablement plus cher que le loyer de ma voiture essayait maintenant de me soudoyer avec le genre d'argent qu'on donne à un livreur. L'audace était si époustouflante que j'en ai fait une capture d'écran, car certains moments de la vie sont trop parfaits pour ne pas être immortalisés. Le paiement 20 mots est devenu la star de mon émission de divertissement personnel. Je l'ai montré à mon voisin Bob, qui a failli s'étouffer avec sa bière de rire. Je l'ai envoyé à mes copains de fac dans notre groupe de discussion, où il est immédiatement devenu un mème. Un problème? Envoyer $10 sur Venmo est devenu notre blague récurrente de la semaine suivante. J'envisageais sérieusement de l'encadrer et de l'accrocher dans mon bureau pour me rappeler la valeur monétaire précise que le désespoir des entreprises accorde aux connaissances d'experts. Mais le véritable champion des messages d'excuses est venu de l'homme lui-même, Monsieur Vance Harrington III. Son email est arrivé dans ma boîte de réception personnelle vers 16h avec un objet qui a probablement nécessité 3 brouillons à son assistant pour être parfait. Revoyons les choses. Pas, j'ai fait une erreur, on doit parler, ni même, s'il vous plaît, aidez-nous, mais, revoyons les choses comme si nous discutions de projets de vacances plutôt que du cratère fumant où se trouvait l'infrastructure numérique de son entreprise. L'email lui-même était une véritable leçon de maîtrise des dégâts au niveau de la direction. Pas d'excuse directe. Après tout, impossible que le PDG reconnaisse ses torts, mais il y a beaucoup de double langage au sein de l'entreprise concernant la réévaluation de nos stratégies de capital humain et l'exploration d'arrangements mutuellement bénéfiques. C'était le genre de langage qui disait que nous étions complètement foutus et que nous le savions, sans vraiment utiliser ces mots, enveloppés de la courtoisie professionnelle qui accompagne un salaire qui compte plus de zéro que les mensualités de prêt immobilier de la plupart des gens. Lire entre les lignes, c'était comme faire des mots croisés écrits en désespoir de cause. Nous avons rencontré des difficultés techniques inattendues, ce qui signifie que tout est en feu et que nous ne savons pas utiliser un extincteur numérique. Votre expertise serait précieuse pour résoudre notre situation actuelle. Mint, s'il vous plaît, revenez avant que nous perdions notre plus gros client et que papa doive expliquer au conseil d'administration pourquoi sa fille a détruit une entreprise rentable en moins d'une semaine. Le plus beau dans tout ça, c'est que chacun de ces messages, de la diapositive LinkedIn Daily au poème d'entreprise de Monsieur Harrington, reposait sur la même incompréhension fondamentale de la situation. Ils semblaient tous penser qu'il s'agissait d'une négociation, comme si je retenais leur infrastructure numérique en otage et que j'attendais la bonne offre pour la leur restituer. Ils ne comprenaient pas qu'il ne s'agissait ni d'argent, ni de fierté, ni même de vengeance. Il s'agissait simplement du fait que les systèmes ne fonctionnent pas tout seuls et que l'expertise ne se télécharge pas sur Internet quand on en a soudainement besoin. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Pas une seule. Au lieu de cela, j'ai fait ce que toute personne raisonnable aurait fait face à un tel niveau de comédie d'entreprise. J'ai fait du banana bread. Il y a quelque chose de profondément thérapeutique à cuisiner quand son ancien employeur implose par SMS. Les mesures, le mélange, l'attente patiemment du minuteur. C'est l'exact opposé de la gratification instantanée qu'exige le monde numérique. Pendant que le banana bread était au four, emplissant ma cuisine d'une odeur de véritable réussite, je me suis installé pour un marathon de The Office. Saison 3, et plus précisément les épisodes où Michael Scott prend ses pires mauvaises décisions et s'attend, d'une manière ou d'une autre, à ce que tout le monde nettoie le bazar.
Les parallèles avec ma situation actuelle étaient si parfaits que je m'attendais presque à ce que Jim brise le quatrième mur et reconnaisse que parfois, la vraie vie est plus drôle que la fiction. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer tout l'après-midi. Encore des messages, encore des notifications, encore des tentatives désespérées pour contacter celui qui avait empêché ces catastrophes. Mais j'en avais assez d'être leur pompier numérique. J'en avais assez de travailler les week-ends à résoudre des problèmes évitables. Surtout, j'en avais assez d'être pris pour acquis par des gens qui pensaient que le soutien était quelque chose qu'on pouvait externaliser aux recherches Google et à la pensée motivationnelle. Le banana bread était parfait, soit dit en passant. Doré, parfaitement moelleux, avec juste ce qu'il fallait de sucré. Contrairement au processus décisionnel de certains, mes compétences en pâtisserie étaient restées constantes tout au long de cette débâcle. Il y a quelque chose de beau dans la sérendipité, surtout lorsqu'elle se présente à votre porte, habillée comme une opportunité professionnelle et portant une mallette pleine de justifications. C'était lundi matin, exactement une semaine après avoir été félicité pour mon licenciement par une femme qui pensait que l'architecture système s'étudiait aux Beaux-Arts, lorsque le destin a décidé de frapper à ma porte. J'étais littéralement en mode chômeur, vêtu d'un pantalon de pyjama qui avait connu des décennies meilleures et d'un t-shirt affichant fièrement mon allégeance à un groupe que j'avais adoré à la fac, lorsque la sonnette a retenti avec ce ton officiel qui annonce généralement une mauvaise nouvelle ou quelqu'un qui essaie de vous vendre des panneaux solaires. Mais lorsque j'ai ouvert, il n'y avait ni vendeur ni huissier. Juste mon facteur, Gary, tenant ce qui semblait être le genre d'enveloppe que l'on met dans les colis importants. Livraison express, a dit Gary avec un sourire qui suggérait qu'il savait quelque chose que j'ignorais. Ça a l'air chic. Il avait raison. Ce n'était pas une de ces fines enveloppes blanches dans lesquelles voyagent les factures et le courrier indésirable. C'était du papier épais, couleur crème, d'un grammage qui suggérait que l'expéditeur avait à la fois de l'argent et du goût. L'adresse de retour était gravée en relief, vraiment gravée en relief, du logo de Grid 5 Solutions. Maintenant, Grid 5 n'était pas n'importe quelle entreprise technologique. Ce sont les gars qui révolutionnaient tranquillement les logiciels d'entreprise tandis que les grandes entreprises étaient occupées à faire des annonces flashy sur les changements de paradigme révolutionnaires qui se sont avérés être des versions renommées de choses qui existaient depuis des années. Grid 5 était l'endroit où les développeurs sérieux sont allés lorsqu'ils voulaient travailler sur des problèmes qui comptaient réellement avec des budgets qui reflétaient la valeur de l'expertise réelle. J'avais déjà entendu Grid 5 auparavant, bien sûr, dans le monde de la technologie. Les bonnes personnes connaissent d'autres bonnes personnes et que les mots se déplacent rapidement lorsque quelqu'un fournit constamment des solutions qui fonctionnent réellement. Ils avaient tendu la main à quelques reprises au cours des dernières années. Rien de brutal, juste l'occasion, et, si jamais tu veux parler, nous sommes ici. Message qui vous permet de savoir que vous êtes sur le radar sans vous donner l'impression d'être traqué par les recruteurs d'entreprise. Mais cette enveloppe était différente. Le timing était incroyablement coïncidenté, soit quelqu'un de Grid 5 avait des liens avec le réseau de potins d'entreprise et savait exactement ce qui s'était passé à Harrington Industries. Je l'ai transporté sur ma table de cuisine, je me suis versé une bonne tasse de café, les bonnes choses, pas l'acide de batterie. J'avais bu à mon emploi précédent et l'avais ouvert avec le type d'anticipation habituellement réservé au matin de Noël ou au résultat des tests du médecin. Le chef de la lettre était propre, professionnel, sous-estimé. Tout ce que les présentations Canva de Tiffany ne l'étaient pas. Pas de clip, pas de citation de motivation, pas de photos de personnes diverses pointant sur les ordinateurs portables, juste une typographie élégante et un logo qui a réussi à paraître moderne et intemporel. La lettre elle-même était courte, directe et écrite dans le genre de langue que les gens utilisent lorsqu'ils savent réellement de quoi ils parlent. Nous avons vu de quoi vous êtes capable. Prêt quand vous l'êtes. C'était ça. Non sur l'optimisation du capital humain ou les partenariats synergiques. Aucune demande de lettre de motivation ou 3 séries d'entretiens où je devrais faire semblant d'être enthousiasmé par leur culture d'entreprise et leurs valeurs fondamentales. Juste une simple reconnaissance qu'ils connaissaient mon travail et voulaient que j'en fasse plus. Mais le vrai kicker était dans le paragraphe suivant. Contrat de 6 mois, adapté à la télécommande, tarif négociable en fonction de vos besoins. Éloigné, tarif négociable. Ce n'était pas seulement des phrases vides. Ils étaient reconnaissants que les bons développeurs n'ont pas besoin d'être micro-gérés et que l'expertise a une valeur qui va au-delà de ce que les services RH pensent que le taux du marché devrait être. Les détails du contrat ont été décrits avec le type de clarté qui provient de personnes qui ont réellement travaillé dans la technologie au lieu de simplement gérer des personnes qui travaillent dans la technologie. Portée du projet, livrable, calendrier,
tous énoncés dans un langage qui avait du sens au lieu du type de poésie d'entreprise qui semble impressionnant mais qui ne signifie rien. Et la meilleure partie, le projet pour lequel il voulait me réconfortera un système hérité pour un client dont l'équipe de développement précédente avait apparemment tenté de moderniser son infrastructure et a fini par créer l'équivalent numérique d'un incendie de maison. Système hérité. La même technologie obsolète que Tiffany avait voulu être Sunset était exactement ce dont le client de Grid 5 avait besoin de reconstruire. L'ironie était si parfaite. J'avais l'impression que l'univers avait un sens de l'humour et me laissait enfin sur la blague. J'ai signé ce contrat avant même d'avoir fini de lire les termes et conditions. Pas parce que j'étais désespéré. En faire, j'avais passé la meilleure semaine de ma vie professionnelle, en regardant mon ancien employeur découvrir la différence entre gérer les gens et comprendre réellement ce que font ces gens. Je l'ai signé parce que Grid 5 représentait tout ce que mon emploi précédent n'était pas. Le respect de l'expertise, la communication claire et le type d'environnement professionnel où des décisions techniques ont été prises par des personnes qui ont compris la technologie. Le bonus de signature était à lui seul plus que l'insulte de 20 mots insultants de Tiffany. Mais ce n'était pas ce qui m'a fait sourire en scellant l'enveloppe avec ma signature. Ce qui m'a fait sourire, c'est la prise de conscience que même si mon ancien employeur essayait probablement de comprendre pourquoi leurs serveurs ont continué à lancer des crises de colère, j'étais sur le point de commencer à travailler sur le type de projet qui me défierait en fait avec des personnes qui valaient la même attention aux détails qui avaient continué à fonctionner en douceur pendant 3 ans. Mon premier projet à Grid 5, reconstruisant un système hérité qu'une autre entreprise avait essayé de moderniser en jetant des décennies de connaissances accumulées et en partant de zéro avec les derniers frameworks et mots à la mode. Cela semble familier ? Le client avait appris à la dure que l'héritage ne signifie pas casser. Cela signifie que la bataille est testée par la réalité. Alors que je me dirigeais vers la boîte aux lettres pour renvoyer mon contrat signé, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Tiffany et à sa présentation sur Sunsetting Legacy System. Quelque part à travers la ville. Elle essayait probablement toujours de comprendre pourquoi les ordinateurs ne répondent pas à la parole de motivation alors que j'étais sur le point d'être très bien payé pour reconstruire le type exact de système qu'elle a rejeté comme dépassé. Parfois, l'univers n'a pas seulement un sens de l'humour. Parfois, il a également un timing parfait. 3 semaines après ma vie en tant qu'entrepreneur respecté qui a été payé ce qu'il valait réellement, je me suis retrouvé à passer devant mon ancien immeuble de bureau sur le chemin du retour du déjeuner avec mes nouveaux coéquipiers Grid 5. Ce n'était pas intentionnel. Eh bien, c'était peut-être un peu intentionnel, mais qui suit la trace. Et ce que j'ai vu là-bas était si parfaitement symbolique que je devais arrêter et apprécier la poésie du karma d'entreprise en action. Le bâtiment semblait avoir abandonné la vie. L'agitation habituelle des personnes qui allaient et allaient avait été remplacée par le genre de calme étrange que vous voyez dans les films de zombies juste avant que quelqu'un ne découvre que la ville a été complètement abandonnée. La plupart des fenêtres étaient sombres, créant ce motif de vide en damier qui faisait ressembler l'endroit à tout un puzzle de mots croisés avec trop de lettres manquantes. Mais le vrai chef-d'œuvre a été collé à l'entrée avant. Un panneau manuscrit qui se lisait fermé pour l'entretien dans ce qui ressemblait à un marqueur net sur le papier d'imprimante. Pas même le bon papier d'imprimante. Les trucs bon marché qui se bloquent dans la machine et font que tout ressemble à son imprimé lors d'un tremblement de termineur. Quelqu'un avait essayé de le rendre officiel en ajoutant du ruban adhésif sur les bords. Mais la ruban adhésif ne résout pas tout, malgré ce que chaque personne informatique a été raconté à un moment donné de sa carrière. Je me suis tenu là pendant peut-être 30 secondes en prenant tout cela. Le bâtiment où j'avais passé 3 ans à garder les catastrophes numériques à distance, où j'avais travaillé tard les nuits et les matins tôt pour s'assurer que tout le monde pourrait faire son travail sans penser aux serveurs ou aux bases de données ou à l'une des infrastructures invisibles qui rendent les affaires modernes possibles. Maintenant, il était assis là comme une ville fantôme technologique, un monument à ce qui se passe lorsque vous confondez la confiance avec la compétence. Ai-je souri ? Peut-être, juste un peu. Le genre de sourire que vous obtenez lorsque vous voyez que l'intimidateur du lycée a fini par savoir exactement où vous le pensiez, travaillant beaucoup dans la voiture d'occasion de leur père et parlant toujours de leur jour de gloire dans l'équipe de football JV. Ce n'était pas exactement d'esprit. C'était plus comme une justice cosmique portant une paire de chaussures très confortables. J'ai continué à marcher et au moment où je suis rentré chez moi dans mon bureau de salle de soleil, oui, j'avais maintenant un bureau de véranda avec des plantes que je n'avais pas encore tuées et une machine à café qui faisait un café réel au lieu de la déception brune. J'étais passé à penser à des choses plus importantes comme le système hérité reconstruisé sur lequel je travaillais, ce qui se réalisait être exactement le genre de travail intéressant qui m'a fait me rappeler pourquoi j'étais entré dans la technologie en premier lieu.
C'est alors que LinkedIn a décidé de fournir les divertissements de la soirée. Une notification est apparue sur mon téléphone. Tiffany.